Ouais, c'est pareil, ça se passe. Ouais, c'est Bonjour à tous, bienvenue sur, cette chaîne, qui s'appelle «Je suis qui je veux», une chaîne décé bah, ça y est, on l'a oui. fait. Une chaîne dédiée donc aux leaders, aux managers pour, les aider à mieux, performer dans leur travail et surtout à retrouver du plaisir. Et aujourd'hui, avec, un petit peu de stress, et avec Willow, donc on lance, l'émission La Voix est claire. Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue aussi dans cette nouvelle émission que vous retrouverez un petit peu, tous les derniers mercredis du mois, si je dis pas de bêtises, On espère. dès 19 heures. Voilà, après on donne pas de date d'horaire de fin, mais en tout cas on est là dès 19 heures avec Gaël. Donc moi je m'appelle Guillaume et j'en profite pour me faire un peu d'autopub. Vous pouvez aussi me retrouver sur Gapo FM tous les jeudis soirs de 21 h à 23 h dans l'émission Le Blabla Show où on trouve aussi de temps en temps avec nous, Gaël, qui fait aussi partie de la Blabla Team. Voilà. Mais ce soir, on est sur toute autre chose. Comme tu as dit, Gaël, on est sur La Voix est claire, cette nouvelle émission, tous les derniers mercredis, sur cette chaîne, où vous allez pouvoir poser vos questions, aussi bien sur le professionnel que sur le que perso. Tu vois, moi aussi, j'ai bégayé. J'ai un peu de stress aussi pour cette première, mais tout va bien se passer. L'idée est, c'est ce qu'on disait un petit peu en off juste avant de démarrer, c'est que pour toutes les personnes qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas ou qui n'osent pas démarrer une thérapie sur une problématique, propre à la personne, bah, c'est le moment. On va vous donner la parole et puis vous allez avoir cette chance de pouvoir poser vos questions et puis, on va vous répondre en direct. Voilà. J'en profite aussi pour faire un petit aparté, les personnes qui nous suivent déjà en direct, merci déjà d'être là. Et si vous pouvez nous dire, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, enfin si la transmission est bonne. Sinon on peut faire, des petits ajustements, c'est les aléas du direct. Puis c'est la première fois aussi qu'on le fait, dans cette pièce. Il peut y avoir un petit peu de peut-être un petit peu d'écho. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire et merci d'être présent. Hein. On va démarrer? Sans plus tarder. On va démarrer et lancer les hostilités. On a déjà des personnes qui nous ont, posé des questions. Donc on a, 2 champs ce soir, le côté, leader et business, donc la cible professionnelle et puis la cible pro et reconversion, par exemple pour le côté émotion et vie. On a une première question, Yael, de Marc, et je te Merci lis Marc. salut Marc, et je te lis textuel la question. Gaël: «J'ai l'impression de recruter toujours les mêmes profils qui finissent par me décevoir. C'est moi le problème ou c'est le marché?» Alors, merci pour cette question. Je pense que, Marc, d'entrée, tu soulèves, une problématique qui est très souvent, générée chez les chefs d'entreprise. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des RH parce que c'est un métier, à part entière. Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ta question, c'est le côté profil, hein. Profil de la question de Marc, et du fait de dire que, bah, il recrute systématiquement les mêmes personnes. En fait, quand on a tendance à recruter les mêmes personnes ou quand on se retrouve à avoir peur de recruter le même profil de personnes, alors ça peut être un petit peu bizarre à dire comme ça, mais c'est juste qu'on les attire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Parce que l'idée, c'est pas de dire: «Ah, c'est magique et puis c'est quelque chose qu'on peut pas changer». Non, bien sûr que c'est quelque chose qu'on peut changer. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, qu'est-ce qui provoque ça? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, on va enlever tout le côté, qui n'est pas psychologique ou profil psychologique. Bah, c'est peut-être que, le profil de personne qui correspond au poste dont Marc a besoin, et ben vient aussi avec les défauts du profil. Hein, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Je vais dire, je vais prendre un exemple. Si je cherche, quelqu'un qui est capable d'avoir des horaires hyper flexibles, se lever tôt ou se coucher tard, peut-être que, bah, c'est aussi lié au profil de personne qui va aimer les jeux vidéo. C'est pas forcément le cas, mais pour prendre un exemple. Et bah, du coup, quelqu'un qui aime les jeux vidéo, il se couche tard, peut-être le lendemain matin, il vient pas travailler. Ça peut être une problématique liée au poste défini. Mais si on enlève ça, si on enlève cette partie-là qui est propre à un profilage RH,
Moi, ce que j'aime bien dans la question de marque, en fait, ce que ça vient soulever, c'est à quel point je porte mon attention systématiquement sur la même chose. Il y a, il y a quelque chose qui est très intéressant en PNL qu'on soulève, heu, c'est que, Si tu peux lorsqu'on expliquer juste oui, PNL bah, oui, pour bien ceux qui sûr. nous écoutent. PNL, pardon, c'est vrai qu'on est sur ma chaîne, donc j'ai tendance à croire que tout le monde le sait. PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, c'est un outil que les psychologues, que les thérapeutes, les coachs utilisent, qui a un aspect, une double structure. La première, c'est tout un un parcours de questions pour pouvoir amener la personne de la partie problème à la partie solution. Et la deuxième partie de la PNL, c'est des protocoles de changement. On les retrouve d'ailleurs un petit peu en hypnose érectionnelle. C'est d'ailleurs on les appelle des sœurs jumelles, l'hypnose et la PNL. La différence, c'est que l'hypnose se fait en état de conscience modifié, Mmh. alors que la PNL se fait en état d'éveil. Voilà, je peux très bien faire un protocole de PNL, là, avec toi, qui est D'accord. assis à côté de moi, sans te mettre en état de transe. Mais les protocoles sont très similaires. Donc tout ça pour dire qu'en fait, en PNL, dans le parcours qu'on peut avoir, professionnellement lorsqu'on apprend cet outil-là, on vient vérifier, c'est le point de départ, c'est sur quoi je porte mon attention? Quelle est ma perception des choses? Et on se rend compte qu'en fait, tout le monde met une paire de lunettes et on regarde le monde à travers cette paire de lunettes-là. Et donc, en fait, cette paire de lunettes, elle va définir à quel point on est capable de regarder le monde. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en fait, dans mon métier, je fais l'inverse de saint Thomas. Saint Thomas, il a dit: Je «Je crois vois je ce que je crois crois». je crois, ouais. Non, c'est moi qui Non, dis ça. Bah oui, 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 voilà, oui. tu vois? J'ai tellement l'habitude de le répéter, j'en ai l'inverse. Mmh. Saint Thomas a dit: «Je crois ce que je vois». Moi, je répète sans cesse qu'en fait, on voit ce qu'on croit. Et donc si je mets cette paire de lunettes-là en me disant: «Bah, les profils que je recrute, systématiquement, ils vont avoir le même problème», bizarrement, les personnes que je vais faire rentrer dans mon bureau, comme le cerveau n'aime pas du tout avoir tort, ben il va biaiser, d'ailleurs on appelle ça un biais de confirmation, il va biaiser le système pour être sûr de confirmer à Marc qu'il a bien raison et que en fait, les personnes qu'il recrute ont systématiquement le même profil, le même problème et les mêmes difficultés. C'est pas lié au marché. Ce serait ma réponse en tout cas, hein, pour Marc. Marc, Mmh. si tu nous écoutes là en direct, ce serait ma réponse, c'est que pour Marc, la problématique vient pas du marché. La problématique vient de sur quoi il porte son attention et sur quoi tu portes ton attention et qu'est-ce que tu as envie de voir chez les personnes que tu recrutes. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est à te poser la question de vraiment aller chercher, hem qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans le profil que tu cherches, dans le profil que tu veux recruter et de porter ton attention dessus, y compris ton attention sur, bah, qu'est-ce que ça amène en fait? Et d'être peut-être un petit peu préparé à ça. Si tu cherches un profil de commercial, tu sais que peut-être c'est quelqu'un qui va avoir la tendance à survendre quelque chose. Si c'est quelque chose qui te dérange, bah, c'est peut-être pas un profil de commercial que tu cherches. Voilà, Marc. J'espère que ça a répondu à ta question et que ça te permettra de d'avancer un petit peu dans ta Alors, recherche professionnelle. j'en profite pour regarder un petit peu, il y a bienvenue à ceux qui se sont, connectés. Donc a priori, le son et l'image, c'est nickel, haut et fort pour le son et l'image, donc c'est parfait, bonne connexion, pas de problème. Merci, Sylvain, si c'est Sylvain. Merci Sylvain. Voilà. Alors deuxième question, toujours dans cette, rubrique, côté leader et business, de Stéphane. En tant que patron, je me sens hyper seul. J'ai l'impression de devoir toujours porter un masque de super-héros devant mes gars. Si je montre une faille, j'ai peur que tout s'écroule. Comment je fais pour rester moi-même sans perdre mon autorité? Ouais. Alors déjà, bah, il y a une question dans la question, dans ce que pose, Stéphane, c'est ça? Oui, c'est Stéphane, oui, tout à fait. Il y a une question dans la question, c'est déjà qu'est-ce qui lui fait croire qu'il a besoin de faire montre d'autorité? Donc ça, c'est peut-être ce sera une deuxième partie de la réponse. Dans la première partie de la réponse, c'est le fait qu'il croit qu'il a besoin de c'est tout contrôler, c'est ça qui doit Oui, tout c'est ça, gérer? ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il dit lui-même que finalement, il porte un masque de super-héros et que finalement, le super-héros, il a pas de défaut, il fait tout bien, il peut jamais être fatigué. Est-ce que C'est ça. s'il montre la moindre faille devant s il dit devant ses gars, devant ses gars ou son équipe, et ben tout s'écroule.
C'est des mots assez forts quand même, hein? Ouais, c'est Mmh. quand même assez fort et en fait, bah, j'aime bien, c'est assez marrant parce que quand on commence à tomber sur les questions, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur dans les questions, c'est assez drôle. Et là, ça démarre parce qu'on va reparler des croyances. Hem, Stéphane a la croyance que s'il montre sa vulnérabilité, s'il montre qu'il n'est pas infaillible, s'il montre qu'il n'est pas un super-héros, il croit que le mythe va s'effondrer, qu'il va tomber de son piédestal, qu'il va plus pouvoir avoir d'autorité, en gros, qu'il va montrer qu'il est faible. Et ça, c'est quelque chose que, je passe beaucoup de temps à démonter, dans les coachings avec les surtout avec les managers, pas forcément les dirigeants, beaucoup de dirigeants l'ont, mais surtout les managers. Parce qu'en fait, il y a cette croyance que, je dois montrer que je suis fort. Je dois montrer que je suis le meilleur, je dois montrer l'exemple et pour ça, j'ai pas le droit d'avoir de failles. Et en fait, malheureusement, la première chose que ça engendre, c'est que vous êtes plus des humains. Et Stéphane, là, dans ce qu'il est en train d'exprimer, c'est que, en gros, j'ai pas le droit d'être un homme. Mmh mh. J'ai juste le droit d'être une machine qui est toujours le meilleur, qui montre toutes les belles facettes, mais en fait, on a tous des multifacettes, y compris dans le travail. Pourquoi systématiquement s'enfermer dans un rôle, dans un masque? Tu parles de masque, hein, c'est Ouais, quand même assez fort. masque de Heu, super-héros, ouais. voilà, le masque de super-héros, ben, en fait, Stéphane, tombe-le ce masque. Commence par déjà te poser la question de qu'est-ce qui fait que tu as un masque, en fait? Parce que c'est ce masque-là qui t'empêche de pouvoir être toi-même, de prendre du plaisir dans ton travail et de te rendre compte que en fait, oui, c'est peut-être des collaborateurs, c'est peut-être des subordonnés que tu as avec toi, des personnes qui doivent, alors obéir ou du moins respecter la ligne de conduite que tu as envie d'imposer dans ton équipe, mais c'est pas incompatible avec le fait de montrer que tu es juste un être humain. Et que, bah, dans cet être humain, il est aussi faillible, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être fatigué, heu, il a le droit d'avoir peur et tout ça, c'est OK, en fait. Il n'y a pas systématiquement ce masque de super-héros à mettre, pour pouvoir avoir le droit de dire, c'est moi qui gère, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui porte le lead, de l'équipe, en fait. Après, je dirais même presque, le fait de super-héros, finalement, les super-héros aussi ne sont pas parfaits, hein. On C'est regarde vrai. Superman avec sa kryptonite, Avec sa kryptonite, et tous l'ont, en fait, hein, ils ont tous leurs points faibles, c'est pas grave. et bah, en fait, quand on regarde et si on remonte, puisque tu parlais de Superman, si on remonte en mythe de Superman avec, les premiers comics qui sont dessinés, heu, c'est ce qui le rend humain. Oui. C'est ce qui le rend atteignable, en fait. Que sinon, c'est même pas que ce serait un super-héros, c'est parce que ce serait un dieu. Mmh. Et en effet, si, Superman n'avait pas sa kryptonite, peut-être que ce serait, c'est des versions qu'on a beaucoup maintenant, le Superman méchant Ouais. avec cette possibilité de dire: «De toute façon, c'est moi le plus fort, c'est moi qui maîtrise». Allez, s'il y a pas la kryptonite, on fait comment pour l'arrêter Superman? Bah oui. Donc heureusement que même Superman a un point fort. Et oui, Superman, c'est le top des super-héros, hein, c'est quand même, il tire des rayons laser par les yeux, enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est un truc Non, de fou. c'est compliqué de se rendre compte là, du Voilà, coup, pour mais il est aussi vulnérable à certains endroits et c'est ce qui le rend humain. Donc Stéphane, s'il te plaît, alors peut-être entame un processus, hein, une thérapie, un accompagnement, quelque chose. Ou peut-être même, à voir avec tes propres supérieurs, tes RH, c'est aussi possible en fonction de l'entreprise dans lesquelles tu es. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont assez réceptives mmh, sur ce type-là et justement, et heureusement. oui, heureusement, oui, à dire que, bah, voilà, j'ai une problématique donnée, c'est que j'ai l'impression que je dois absolument être fort et que j'ai un masque et cetera. Si tu en parles à ton supérieur ou si tu en parles à ta RH, quelqu'un de confiance, il y a moyen que tu puisses te faire accompagner sans même forcément, démarrer une thérapie ou un coaching et trouver des solutions, pour tomber le masque. Je maintiens encore une fois, le point de départ, c'est une croyance. Il y a une croyance sur le fait que tu dois être hyper fort et bah, commence par lâcher ça parce que tu vivras beaucoup mieux le lead, de ton équipe, en fait. OK, ça marche. Voilà Stéphane, Mmh. après, Il y avait une deuxième partie, je crois, si oui, tu voulais alors dire? oui, alors j'allais y venir justement sur cette deuxième partie. C'est il dit à un moment donné: «Comment je fais pour rester moi-même sans perdre» et là, sans perdre mon autorité?
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit peu comme l'histoire de la confiance. La confiance, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on acquiert. En fait, la confiance, c'est quelque chose de mutuel, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps. L'autorité, c'est pareil. Et puis, l'autorité, c'est un mot, qu'on appelle non spécifique, c'est-à-dire que tu peux mettre des tas de choses derrière l'autorité. Ouais, tout à fait. Donc, peut-être déjà de voir pour toi, Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? Est-ce que l'autorité, ça veut dire que quand tu dis quelque chose, on t'écoute et on se la ferme? Ou est-ce que l'autorité, ça veut dire que, bah, tu as aussi toi voix au chapitre et que les personnes qui travaillent avec toi ont l'intention de te suivre parce qu'ils pensent que tu es quelqu'un qu'il faut écouter. Qu'est-ce que tu mets derrière l'autorité, en fait? Mais au-delà de ça, c'est vrai que, bah, moi, j'ai toujours tendance à dire, «Arrêtez de chercher à vouloir montrer que vous avez de l'autorité. Faites votre travail, l'autorité, elle viendra d'elle-même». Et puis et à la limite même restez vous-même, quoi. C'est surtout Hein, ça, voilà, c'est le rôle de patron finalement, qu'on soit patron ou employé ou collaborateur, finalement, on doit rester soi-même, quoi. c'est ça. C'est oui, se connecter à ce qui fait sens pour soi. Pour quelle raison, en fait, Stéphane, tu as pris le poste alors je sais pas, de dirigeant ou de manager, peu importe. Pour quelle raison tu as choisi de faire ce travail-là? Si ça te convient, si ça te plaît, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je suis à ce poste-là? Si ça t'oblige à mettre un masque, c'est quand même qu'il y a un souci. Parce qu'il dit aussi: «Je me sens hyper seul en tant que patron». Oui, donc c'est ça, donc il est en position de patron, quoi. Alors, spoiler, tous les patrons se sentent seuls. Ça, Ouais. on peut pas y faire grand-chose. La question, c'est, est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels tu te sens seul? Parce que ce sont des endroits où, tu considères peut-être que tu as pas les compétences ou qu'il y a des gens dans ton entreprise qui sont meilleurs que toi. À ce moment-là, si c'est le cas, délègue et tu verras que tu te sentiras beaucoup moins seul sur les points où tu as l'impression que toi, tu tires la patte ou toi, tu traînes. S'il y a des personnes dans ton équipe qui sont plus compétentes que toi sur ce point-là, va en parler avec eux et puis dès leur, le poste et puis, bah, peut-être que tu vivras déjà beaucoup mieux ton poste de Ouais, patron et beaucoup moins seul. c'est ce que c'est sur laquelle le point, fin de point où je voulais rebondir, c'est l'échange finalement, pouvoir échanger aussi avec ses collaborateurs, des réunions d'équipe régulières où justement on parle de tout et on met tout sur la table, quoi, à ce moment-là, quoi. Un temps d'échange finalement fixe par mois. J'ai un exemple, peut-être que ça existe déjà, mais je pense qu'il faut pas spécialement avoir peur finalement de ça me marque un peu enfin moi ça me fait quelque chose le fait qu'il soit hyper seul, en fait. Ouais, Le fait d'être seul, c'est quand même c'est vrai que ça doit être très compliqué finalement d'être mais il est pas seul. et il est Il pas seul. Parce il dit quand même, enfin, si je reprends textuellement, il dit devant mes gars. Tu vois? Mes gars, c'est limite C'est mon entreprise, c'est c'est mon mon entreprise, c'est équipe, mon c'est mes équipe, collaborateurs, c'est voilà, c'est mes gars. c'est mes gars. Donc c'est c'est fou de voir à quel point, alors faudrait aller voir comment Stéphane, tu considères ton entreprise. Si tu la vois comme étant ton bébé, ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, si c'est ton bébé, il est pas autonome et s'il est pas autonome, bah, un parent qui est derrière un enfant qui sait pas marcher, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attention qu'un parent qui suit un enfant qui est déjà grand, capable et qui a des possibilités. Donc, peut-être aussi à voir à ce point-là, quand tu parles d'être seul et quand tu as ce côté avec, en parlant de tes gars, beh, déjà, fais un recul, regarde comment tu vois ton travail, ton entreprise, ton équipe et peut-être déjà enlève le fait que c'est tout ça, c'est à toi. Mmh. C'est l'équipe qui travaille avec toi, c'est l'entreprise, certes que probablement tu as montée, mais, c'est l'entreprise qui te permet de vivre aussi. Donc, c'est intéressant peut-être de changer de paradigme et d'aller repositionner dans l'autre sens, tu vois? Pour faire comprendre à Stéphane que c'est pas, il est pas en train de se sacrifier pour son entreprise. Il y a de l'affect aussi. On sent l'affect aussi Ouais, dans ces mots. bien Mmh. sûr, ouais, comme tous les entrepreneurs, hein. Oui, après ça s'entend, hein, bien sûr, tout à fait, hein. Très bien. Voilà Stéphane. Merci pour ta question. En tout cas, c'est rassure-toi. Alors, t'es pas tout seul à te sentir tout seul. Oui, je sais pas si ça rassure, mais en tout cas, voilà, il y a des choses à faire, il y a des solutions. Ouais. C'est pas fermé.
c'est ça. Peut-être, aller un peu sur le perso? Oui, si tu veux, moi Je sais pas je si tu en pas de as problème. Oui, ou bien si tu as que oui. des questions pro? Non, oui, OK, alors on va changer de cible un petit peu. Cible perso, donc le côté émotion et vie. Donc une question de Sandrine. Je sens que je frôle le burn-out, mais je ne peux pas m'arrêter. Mes revenus assurent le remboursement du crédit de la maison et l'équilibre de toute la famille. Je fais comment pour ne pas exploser sans tout mettre en péril? On a des forces, quand même. Ouais, grave. Et ben, on va encore parler de croyances, hein, sur le fait que c'est moi qui tiens toute la maison et que c'est mes revenus. Alors attention, je veux surtout pas paraître, hautain en proposant ça. Bien sûr, c'est pas nier que, le revenu, que ce soit celui de Sandrine ou peut-être celui de son compagnon ou peu importe, que quand on est seul ou quand on est 2, un revenu en moins, ça change la vie, hein. On est bien d'accord, surtout quand on a pris des engagements comme un crédit et cetera. Mais encore une fois, on est en train de regarder nos choix comme étant enfermants au lieu d'accepter les conséquences de nos choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hem, Sandrine dit qu'elle est au bord du burn-out, donc c'est déjà qu'il y a un problème au niveau du travail. Faudrait aller voir pour Sandrine si le travail, il est encore supportable et que il y a un contexte dans le travail qui pourrait changer ou si c'est le travail en lui-même où de toute façon, il faut le mettre à la porte, le travail et changer de métier. À ce moment-là, si c'est le cas, bah, garder déjà peut-être Sandrine, quelle énergie tu mets dans le fait de changer de métier, dans le fait de regarder ce que tu pourrais faire d'autre. Parce que ça m'est arrivé tellement souvent, si tu veux, en accompagnement, des gens qui viennent se positionner un petit peu en victime, en disant: «Ouais, c'est inadmissible ce qui se passe dans mon travail». OK, mais qu'est-ce que tu fais pour changer quelque chose? Mmh. Rien. Eh oui. C'est assez français comme mode de comportement, malheureusement. J'ai pas mal l'impression. Et c'est On a ce mode, tu sais, CDI très ancré, très, faut pas bouger. On a quand même plusieurs générations avant nous qui nous disaient, bah, quand tu as un CDI, bah, c'était presque le Graal en fait, oui, hein, et ça l'est un peu moins aujourd'hui, c'est vrai, les temps changent, mais on est encore sur ce type de croyance aussi, c'est c'est vrai. ça. Mmh. Quand on regarde, alors j'ai un passé de banquier, hein, donc quand on regarde de quelle manière on peut octroyer un crédit à un particulier, bah, oui, avoir un CDI, c'est quand même un grand, grand pas en avant pour pouvoir devenir propriétaire, donc oui, c'est pas un saint graal, mais c'est un demi graal quand même, hein. On a on a quand même ce système-là qui est alors c'est pas une critique, hein, c'est comme ça, c'est un système qui fonctionne comme ça, mais on s'enferme dans le fait de dire: «Bah, j'ai eu un CDI, du coup, j'ai pas le droit de le lâcher parce que sinon je vais perdre mes revenus». Donc déjà, il y a la solution de vraiment mettre de l'énergie pour changer de métier et puis il y a le à quel point c'est hyper important de garder ce revenu-là. Je m'explique. Si Sandrine, elle est persuadée, si elle croit que si elle lâche son travail, ça veut dire qu'elle pourra plus rembourser le crédit de la maison. De 2 choses l'une, soit c'est une vue de l'esprit, encore une fois, c'est un biais cognitif pour pouvoir se permettre de se positionner alors en victime, en sauveur ou peu importe. Je on va en parler du triangle après. Mmh. Hem, soit c'est ça, soit c'est le fait qu'elle assume pas son propre choix qui était de devenir propriétaire, en fait, tout simplement. Qui a dit que tu devais payer un crédit? Alors ça peut sembler un peu cru, hein, dit comme ça, hein, j'en ai conscience, mais en fait, tu as fait le choix de devenir propriétaire, peut-être seul, peut-être à 2, j'en sais rien, mais à quel point tu as besoin d'assumer ce choix-là? Si aujourd'hui Mmh. eh oui, si aujourd'hui le fait de pouvoir te libérer de ton travail et peut-être avoir une belle vie, te repositionner, prendre le temps pour toi, parce que quand on est au bord du burn-out ou quand on fait un burn-out, c'est pas en 2 mois, hein, on fait le long travail, hein. Si tu penses vraiment qu'on est au bord du burn-out, moi je t'invite à aller te faire accompagner quand même. Ce serait, à mon sens, judicieux, au moins pour que tu aies quelqu'un qui t'aide, et qui te pose les bonnes questions. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que tu as forcément besoin de temps pour pouvoir, libérer tout le brouillard, tu vois? Cette espèce de poussière qui survole autour d'elle, tu vois? Elle est en train de pédaler comme une folle. Moi, je la vois, j'ai l'image de Sandrine. Elle est à fond sur son vélo et elle pédale, elle pagaie et du coup, bah,
comme elle pédale vite, tu vois, ça soulève de la poussière, du coup, elle voit rien. Elle voit rien Sandrine, donc en fait, tu as besoin, sans forcément, partir en arrêt maladie, tu as besoin de peut-être, tu vois, laisser un peu toute cette poussière retomber. Arrête de pédaler. Prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi et d'aller te poser les vraies bonnes questions. Est-ce que tu as vraiment envie de garder ce travail? Pas pour des questions de revenus. Est-ce que tu as vraiment envie de garder la maison ou l'appartement, dans lequel tu es? Est-ce que c'est vraiment un besoin vital? Est-ce que tu vivrais comme un échec si tu devais vendre l'appartement pour repartir en location ou peut-être réacheter plus tard? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe pour toi Sandrine, mais les questions, elles sont là, en fait. Tu vois? C'est vraiment ce côté-là de se dire, heu: «C'est c'est quoi mon chemin?» en fait. Bah, oui. Là, je me suis moi-même enfermé dans ma petite vie, dans cette espèce de cercle vicieux qui me dit: «Bah, j'ai besoin d'avoir un CDI comme ça me permet de devenir propriétaire et puis, bah, du coup, maintenant que je suis propriétaire, je suis obligé de rester dans mon CDI» et puis hop là, ça y est, la machine, elle est partie et on se retrouve enfermé dans quelque chose qui est, inacceptable parce qu'en fait, bah, j'aurais besoin le travail me correspondait peut-être à un moment, il correspond plus aujourd'hui, en fait. Il me correspond plus. C'est vrai que c'est quand même assez c'est peut-être un peu dur aussi ce que je veux dire, mais c'est c'est peut-être un peu facile finalement de se mettre dans le rôle de victime et on se dit finalement, on peut même presque s'habituer à ce rôle de victime en se disant C'est ça. finalement: «J'y suis presque bien, quoi». Mmh. Alors, j'ai dit que j'allais en parler. J'ai fait une vidéo, hein, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez, j'ai fait une vidéo sur le triangle, de Cartman, qui s'appelle le triangle, dramatique. Avec les 3 rôles qui sont le persécuteur, le sauveur et la victime et on joue en permanence ces 3 rôles-là. Il y a personne n'est sain sur cette terre, donc même moi, je joue ces rôles-là et de n'importe qui, c'est il y a pas de critique, c'est en fait, c'est un jeu de rôle permanent qui nous permet de pouvoir obtenir ce dont on a besoin ou du moins en tant que petit enfant, ce dont on croit qu'on a besoin et ces rôles-là de victime, persécuteur et sauveur, on les joue en permanence pour obtenir quelque chose. La victime se positionne, en se plaignant parce que du coup, elle a des personnes qui viennent la voir en disant: «Ah oui, tu as raison, c'est dur. Ah, c'est pas facile pour toi et je te plains» et Ça cetera. alimente finalement. Ça alimente, voilà, exactement. C'est pas encore une fois, c'est pas un jugement ni péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est qu'est-ce que ça vient nourrir chez la personne qui se positionne en victime. Le sauveur, il a de l'amour à donner, c'est de l'amour inconditionnel. Pour reprendre l'image de Superman tout à l'heure, tu c'est Superman qui débarque avec sa cape en disant, «Je vais vous sauver demoiselle en détresse». Sauf que la demoiselle, elle est pas en détresse, elle a rien demandé. Voilà et ça, c'est le rôle du sauveur et très difficile aussi de se positionner en sauveur parce qu'on a l'impression que ça nous donne le beau rôle alors que en fait, bah, ce rôle-là de sauveur, il est étouffant très souvent. On veut absolument aider les autres alors que les autres, ils sont quand même plutôt autonomes. On veut voir des victimes là où il y en a pas et le persécuteur, lui, il se positionne en je sais tout, en moi je suis fort et puis je vais te montrer comment tu vas faire, parce que de toute façon, toi, tu es une victime, tu es pas responsable, tu sais pas comment faire. Les persécuteurs, ceux qui se posent en persécuteur, enfin, on joue les 3 rôles, hein, mais ceux qui ont tendance à se mettre en persécuteur sont souvent en colère. Oui. Posent la colère comme étant l'émotion principale, en tout cas. Pourquoi parler de ça? C'est parce que justement, bah, peut-être Sandrine va voir comment tu es alimenté par ce triangle-là et et t'aider à te poser la bonne question, sur, ouais, bah, si le boulot te convient pas et que tu es au bord du burn-out, regarde vraiment qu'est-ce qui t'empêche de quitter ce travail. La maison, c'est un prétexte. C'est un Oui. prétexte. Et oui. Si tu as une maison et un foyer, tu as probablement, un conjoint, une conjointe et ou des enfants, hem et bah, est-ce que c'est pas ça le plus important? Et en fait, peu importe où vous êtes, Propriétaire ou locataire. propriétaire ou locataire. Et si ça peut même être, 6 mois, 1 an de location et que ça te permet de repartir dans quelque chose de plus sain, de plus serein pour toi. Mais c'est assez rare, c'est vrai, de pouvoir remettre, de pouvoir faire un peu de ménage en fait dans sa tête et de pouvoir gérer, se poser sur ses propres priorités. C'est ça, ouais. C'est Et rare ça et c'est compliqué aussi. On n'est pas tous, on n'a pas tous la science infuse et on se dit: «Bah oui, alors moi j'aimerais bien mais comment?» ça demande
ce recul, un calme intérieur, en fait. On est dans une société où je reprends l'image de Sandrine, mais tu vois, où on pédale à fond tout le temps et puis, bah, quand on sort du travail, il faut aller s'occuper des enfants. Quand on s'arrête avec les enfants, bah, il y a peut-être la machine à lancer, il y a la vaisselle à faire et puis quand j'ai fini tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, je vais aller prendre mon téléphone portable, je vais scroller un petit peu, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Quand j'ai fini ça, je vais me positionner sur Netflix et en fait, on est tout le temps en train de faire quelque chose. Mmh. Ça m'a épuisé rien que d'en parler, tu vois? Ouais. C'est Oui, c'est-à-dire que tu es en train de dire que finalement on ne sait pas, se poser. c'est ça. C'est on a la croyance que, on est tout le temps obligé de faire parce que, on a appris quand on était jeune que quand on fait, on nous aimait. Ah, heu, ça c'est pas de moi. Je vais paraphraser Thomas d'Azenbourg qui est un psychologue que j'adore et qui identifie ça et qui identifie ça vraiment. Il l'a identifié sur lui, je l'ai identifié sur moi, et il y a beaucoup de personnes, dans notre système occidental qui fonctionnent comme ça. C'est, je suis jeune, je fais, on m'aime. Bien, je fais plus, on m'aime plus. Je fais plus et beaucoup, on m'aime plus et beaucoup. Et ça y est, c'est parti. Mmh. Et en fait, on est dans le faire en permanence avec cette auto-croyance que plus je fais et plus je vais avoir de l'amour. Alors que c'est pas ça du tout, malheureusement. Très bien. Voilà Sandrine. Merci pour ta question, Sandrine. Une autre question, donc on reste sur la même rubrique, hein, côté émotion et vie, avec Karine. J'ai ce projet qui me tient à cœur depuis des mois, mais dès que je veux me lancer concrètement, je me trouve 1000 excuses pour repousser. Pourquoi je me sabote alors que j'en crève d'envie? Là aussi, on a encore des mots Ouais, extrêmement ouais, c'est forts. dur, hein. C'est fou parce qu'en fait, ces questions-là, pour les personnes qui nous suivent là, d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct, hein. C'est pas parce que, les questions, on les lit, c'est des questions qui m'ont été envoyées, que j'ai volontairement pas regardées. Je les ai, proposées à Willow. Mais c'est des questions qui m'ont été envoyées en avance pour pouvoir justement, bah, lancer un peu l'émission et avoir un petit peu de matière, pour les premiers lives et mais vous pouvez, poser vos questions en direct et puis, on y répondra aussi, bien volontiers. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marrant, les mots sont forts. Ouais, Oui, les mots sont sont, forts sont, sont- sont dans très forts, hein. Même, j'ai ce projet qui me tient à cœur. J'ai envie de me lancer concrètement. Donc, il y a quelque chose de bien réel, hein. Et ensuite, c'est je me trouve 1000 excuses. Alors, c'est pas une excuse, mais c'est 1000 excuses pour repousser. Et ensuite, la question, elle est vraiment très forte parce qu'il y a quand même deux mots qui sont très, très forts aussi pour cette même question de Karine. C'est pourquoi je me sabote alors que j'en crève d'envie? ouais, c'est faux. C'est fou, hein? Hem, c'est Sandrine, c'est ça? C'est Karine. C'est Karine. Karine, je t'inviterai à aller regarder l'interview de Emmanuel, que j'ai faite, le mois dernier avec elle, au mois de décembre, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un témoignage d'Emmanuel justement sur une de ses clientes où elle explique que en fait, si elle devait réussir, sa cliente, si elle devait réussir, ce serait trahir son père. Parce que son père a eu une entreprise et son père s'est foiré avec son entreprise. Et du coup, cette cliente-là dit, bah, en fait, je veux lancer mon entreprise et puis régulièrement, quand elle recommence, elle repart de zéro. Non, en fait, c'était pas bien ce que je voulais faire. Puis hop, elle reconstruit un truc. Là, voilà, c'est pas mal. Et puis, ah, bah, non, une semaine après, hop, et puis elle recommence. Et du coup, comme ça, c'est le meilleur moyen de procrastiner pour ne jamais y aller. Dans ce que Karine est en train de proposer, j'ai un peu l'impression qu'elle a la même chose. Alors, je sais pas si tu essayes de construire des choses, que tu détruis juste derrière, mais l'idée est un petit peu la même. C'est que si tu as un millier d'excuses pour pas te lancer, c'est qu'est-ce qui fait que tu as peur de réussir? Ouais. Parce qu'en fait, on est là. C'est si tu as tout construit, j'ai aucun doute, Karine, sur le fait que, tu es normalement cortiqué et que tu as envie de lancer un projet qui te tient à cœur. De toute façon, s'il te tient à cœur, il y a quand même 90 du boulot qui est fait, parce que tu vas faire quelque chose qui te plaît. Donc après, bah, bien sûr, il y a un tas d'outils, des études de marché et cetera pour vérifier que ce soit cohérent, mais tu as déjà fait quand même 90 du boulot. Le pas qui te manque et va vérifier qu'est-ce que tu crois sur le fait de réussir. Est-ce que réussir, c'est mal? Est-ce que avoir de l'argent, c'est mal?
Parce que ça, j'en ai eu pas mal aussi en accompagnement, hein, des personnes qui me disent, bah: «J'arrive pas à dépasser mon plafond de verre, j'arrive pas à me sortir un revenu supérieur à 20 000 € par an». OK, il faisait quoi ton père? Il était fonctionnaire. Combien il gagnait? 20 000 € par an. OK, donc trahison envers papa, si jamais je gagne plus. Ou alors des croyances de quand j'étais petit, ceux qui réussissent, ceux qu'on voit qui sont dans la lumière, bah, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont fait un truc de mal. C'est-à-dire que tout ça est bien entendu inconscient. Complètement. Mmh. C'est ça qui est hyper difficile, c'est que là, moi, pour Karine, je te lance des pistes, si tu veux. Il y en a peut-être une qui va correspondre. J'espère pour toi, pas toutes, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu crois sur la réussite ou sur les conséquences de la réussite ou sur le fait de réussir, sur le fait d'avoir de l'argent, sur le fait de travailler à ton propre compte. Il y a quelque chose là-dessus. On est encore sur une croyance, hein. C'est Ouais, un truc de fou, hein. C'est qu'est-ce que tu crois qui va se passer si tu te lances? Qu'est-ce que tu crois de négatif, en fait? C'est inconscient, bien sûr que c'est inconscient, merci Willow pour cette remarque. C'est c'est quoi derrière, en fait? C'est quoi qu'est-ce qui m'empêche? Quand tu as une excuse, quand tu as une excuse, une raison de ne pas faire quelque chose, c'est souvent une bonne raison. Quand on a plusieurs, c'est que c'est pas la raison. ouais. Après ça peut être juste une expression quand elle dit: «Je me trouve 1000 excuses». Mmh, Voilà. Elle trouve toujours quelque chose, mais voilà, c'est mmh. Mais elle en crève d'envie. elle en crève d'envie. Elle en crève d'envie. Donc si tu en crèves d'envie et bah, peut-être que la réponse est dans la question. Qu'est-ce qui te ferait crever? Ça peut être aussi con que ça, hein. C'est si tu te lances, est-ce qu'il y a pas un risque au fait de crever? Il y a peut-être un truc à aller, creuser Ouais. là-dedans, hein. Bah, il y a même sur cette première partie de question finalement quand elle dit, «Pourquoi je me sabote?» en fait. En Mmh, fait finalement elle en crève d'envie de faire ce qu'elle a envie de faire finalement, mais c'est comme si inconsciemment je vais mettre des choses en place pour me saboter pour pas y arriver c'est ça, c'est ça. et finalement on n'avance pas. On n'avance pas. J'ai longtemps fait ça. Je me suis très, très longtemps saboté parce que, il y avait un côté chez moi qui disait: «Il faut que ce soit parfait pour se lancer». J'en ai beaucoup souffert, hein, de ça, notamment quand j'ai lancé mon entreprise parce que, bah, pareil, à chaque fois que je faisais quelque chose, je mettais, des fois une journée, 2 journées à monter une idée, un projet et puis quand je le regardais, je me disais: «Non, ça va pas le faire». Et puis hop, je partais sur autre chose. Parce que je me cachais derrière le fait que c'était pas parfait pour surtout pas me lancer. Mmh. Parce que si jamais je me lançais, tu te rends compte, ça pourrait marcher. Ah ouais. Et bah, si ça marchait, en fait, moi, ma principale peur, c'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est de pas avoir de temps. Ouais. Moi, je me suis mis à mon compte, pas pour gagner plus d'argent que quand, je travaillais en tant que salarié. Je me suis mis à mon compte pour avoir du temps. Et en fait, ma principale peur, je l'ai encore aujourd'hui, elle vient régulièrement me titiller, mais c'était vraiment un gros frein quand je me suis lancé. C'était la peur de me dire: «Si ça marche tellement bien, comment je fais pour avoir du temps pour moi? Si je réussis super bien, comment je fais pour, continuer à voir mes amis, ma femme?» Mais tu peux le gérer. Bien sûr, je l'ai démonté depuis. Avant d'en prendre conscience et de le démonter, il m'a fallu un temps et voilà, il m'a fallu une prise de conscience et cetera, de me dire: «Mais qu'est-ce que c'est qui me freine, en fait?» Et voilà, peut-être que ça peut être une piste Pour pour Karine Karim. aussi. Ouais. OK, ça marche. Alors est-ce qu'on reste encore dans le côté émotion et vie ou on bascule un petit peu? Parce qu'on en fait 2. Là on a fait 2 et 2. Ouais, je sais pas, déjà voir parce que mine de rien, ça fait quand même 47 minutes qu'on Ah est oui, en mais ça va ligne. vite, hein. Peut-être, faire une petite pause. Tu disais Allez, tout à l'heure, hein. oui, c'est vrai. Voilà, on a fait 4 questions. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est en ligne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, sur, pour l'instant, le retour qu'il y a sur ces 4 questions-là. On fait juste une petite pause histoire de boire un coup, de se poser la voix, et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. C'est parti. Voilà, C'est ça y parti, est, ça y est, c'est relancé, voilà. on est Donc, revenu. bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. En tout cas, soyez là, connectez-vous sur cette chaîne YouTube qui est Je suis qui je veux. voilà, tous les derniers mercredis du mois de 19 à partir de 19 heures parce que je vais pas rester dans le mode radio de telle heure à telle heure. Non, non, c'est à partir de 19 heures. Vous posez les questions que vous souhaitez, côté personnel, côté pro.
Si vous êtes à un stade où vous vous dites: «Je verrai bien, je pense que j'ai besoin d'aide en fait sur tel ou tel sujet, mais j'ose pas aller voir un thérapeute parce que ça a un coût, parce que ceci, parce que cela», eh bien aujourd'hui vous avez la voie éclair. Voilà, c'est le dernier mercredi. Voilà, poser un maximum de questions et puis, le succès en fait de cette émission et de la chaîne fera que peut-être qu'on viendra peut-être plus souvent. Pourquoi Voilà, pas? affaire à suivre. On va continuer avec les questions Oui. de certains et certaines. Donc Oh, je repasse comment? c'est marrant parce que depuis, le début, on a eu 2 questions d'hommes sur la partie pro et 2 questions de femmes sur la partie Ah oui, plus perso. c'est vrai. C'est assez drôle. Ah oui, ça c'est vrai. Eh ben, on va basculer sur le côté, pro Ouais, avec Julie, Lifa. Voilà, très bien. la première femme. Julie, donc elle dit: «J'ai 2 piliers dans ma boîte qui ne peuvent plus se voir. Ça plombe l'ambiance et la productivité. On fait quoi?» On vire les 2. Non, pardon, c'était une blague. Alors, bah, on fait quoi? Déjà, c'est qui on? Parce que, l'idée, Julie, c'est quand même d'aller chercher la responsabilité. Hem, la responsabilité, ton premier pilier en a une, ton deuxième pilier en a une et tu en as une aussi. Leur responsabilité à eux, c'est d'aller vérifier que, bah, cette espèce de mauvaise entente qu'ils peuvent avoir, influe pas sur l'entreprise. Visiblement, si tu en fais le constat, c'est que ça a l'air d'être le cas. Donc si c'est le cas, ça devient ton travail à toi. Julie, je suis désolé de te dire, mais il va falloir que tu te retrousses les manches et que tu discutes et que tu communiques avec eux en les mettant face à leurs propres responsabilités. Et ce qui est souvent très difficile là-dessus, je sais pas comment tu manages Julie, mais dans les profils que j'ai pu rencontrer, tu vois notamment quand il y a un conflit, c'est que l'être humain, d'une manière générale, n'aime pas le conflit. Il y en a quelques-uns qui l'aiment bien, même qui le cherchent, mais d'une manière générale, l'être humain n'aime pas le conflit. Donc on a tendance à le fuir. Et comme on a tendance à le fuir, eh ben, quand il y a un conflit qui naît, quand il y a une difficulté entre, 2 personnes, on a tendance à essayer de le mettre de côté en se disant: «Ça va passer tout seul», hein. Ils se prennent le bec, mais bon, c'est pas bien grave, et puis on se retrouve avec quelque chose qui devient conflictuel et qui impacte toute l'entreprise. Donc là, moi, je vais te donner concrètement des outils de manager que je donnais en formation, et qu'aujourd'hui je construis avec des dirigeants aussi. La première chose, c'est déjà, bah, tu les reçois individuellement. Fais surtout pas l'erreur de les confronter l'un face à l'autre sans avoir discuté avec eux. Ça, c'est une des premières erreurs qui est faite. Alors non, la première erreur qui est faite, c'est de pas s'en mêler. C'est toi le manager, c'est toi le patron ou la patronne, c'est toi le leader, c'est à toi de t'en occuper. La deuxième erreur, c'est de croire que, tu les prends tous les 2, t'en prends un pour taper sur l'autre et ça va régler le problème. Non, ça réglera pas le problème. La solution, elle est dans la communication et pour ça, bah, tu les prends un par un. Tu les prends un par un, en te demandant ce qui se passe pour eux et cetera et peut-être en faisant alors je sais pas dans quelle entreprise tu travailles, mais il y a peut-être un point sur les chiffres de manière hebdomadaire ou mensuelle ou peu importe. Tu peux profiter de ce moment-là avec tes piliers pour discuter de la situation et surtout ne pas oublier d'aller chercher les points positifs dans ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la troisième erreur, c'est que très souvent on a tendance, ça aussi c'est un système un petit peu français, c'est que quand on parle, c'est que ça va pas. Quand ça va bien, on dit rien. Donc j'insiste, commence par ce qui va bien et une fois que tu as dit ce qui allait bien, tu peux donner ton avis ou du moins l'écouter, pas donner ton avis, mais l'écouter sur ce qui se passe. Tu prends ton premier pilier et qu'est-ce qui se passe selon toi avec monsieur numéro 2 dans l'entreprise? Tu l'écoutes et c'est tout. Et l'écouter, c'est la fermer. Mmh. L'écouter, c'est la fermer. Surtout, ne prends pas parti ou de défense ou tu prends les informations. L'entretien individuel, il sert à ça. Tu prends les informations et heu et tu le remercies de t'avoir donné les informations, même si c'est dur.
même s'il y a des choses qui peuvent être dites, même dans ta direction, tu peux juste, pour l'instant, remercier et heu et prendre les informations telles qu'elles viennent. Tu fais bien sûr la même chose avec la deuxième personne et une fois que tu as pris toutes les informations, c'est là que ça se construit. Tu as un tu as un devoir, c'est pas un droit, c'est un devoir. Tu as un devoir, Julie, de te positionner en tant que chef et de leur faire ce qu'on appelle un feedback. C'est-à-dire, tu leur fais un retour sur comment ça se passe et te positionner en médiateur, c'est pas facile, mais le feedback, notamment pour dire quelque chose qui est pas OK, parce que j'imagine bien que c'est pas tout blanc ou tout noir. Si les 2 piliers peuvent plus se voir, c'est qu'il y en a un qui voit le noir chez l'autre et l'autre qui voit le noir chez l'un. Mais ils ont aussi du blanc, sinon tu les garderais pas et ils seraient licenciés. Et puis Donc elle dit aussi, c'est 2 piliers, donc c'est quand même, je pense, des pièces maîtresses, maîtresse importante, ouais, importantes dans l'entreprise. dans l'entreprise, oui, tout à fait. Donc il faut pas oublier, surtout pas oublier de valoriser, y compris auprès de l'autre, dans un deuxième temps, le la raison pour laquelle ils sont dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Hem, je t'invite, Julie, à aller voir les outils sur le feedback sandwich. Le feedback sandwich, en fait, c'est un outil de manager qui a été construit avec la PNL au départ. C'est un outil de thérapeute, de coach, et qui est très, très, très utile pour les managers. Le feedback sandwich, il te permet de donner une information tout en étant structuré et en ayant l'attention et l'écoute des autres. Le feedback sandwich, en fait, tu le construis, donc c'est pas quelque chose qui se fait à l'improviste, hein. Même moi, je suis pas capable de faire un feedback sandwich sans l'avoir. Un feedback sandwich, en fait, ça s'appelle sandwich parce que tu mets du pain, du jambon, du pain et en fait, ton pain, c'est les points positifs. Il y a beaucoup de managers qui apprennent à dire, comme je viens de le dire juste avant, d'abord les points positifs, puis les pistes d'amélioration. Et ça suffit pas, le message il est pas pris. Parce que soit tu es en face d'une personne qui du coup ne prend que le positif, soit tu es en face d'une personne qui attend les pistes d'amélioration et qui du coup écoute pas le positif. Le seul moyen pour que ça marche, c'est de le faire en sandwich. Point positif, piste d'amélioration, point positif. Et en fait, le fait que ce soit pris en sandwich fait que c'est vachement plus digeste. Pardon pour la métaphore, Oui, oui, d'accord. Bah, alimentaire, ça sandwich mais en même temps. c'est un sandwich. Heu et deuxième point important dans le feedback sandwich, je vais pas faire un tuto là sur le feedback sandwich, tu peux aller voir des vidéos. J'en ferai peut-être une d'ailleurs sur le feedback sandwich parce que c'est vraiment un outil important et surtout de pas mettre en opposition les points positifs et les pistes d'amélioration et plus de pain que de jambon. Oui. 2-3 points positifs, 1 ou 2 pistes d'amélioration, 2-3 points positifs. Ça, c'est hyper digeste et ça, oui, tu peux le faire quand ils sont tous les 2. Quand tu les confrontes avec bienveillance, bien sûr, mais voilà, et dire: «Maintenant posez-vous, exprimez-vous» et de jouer un petit peu ce rôle de médiateur, tu vois? De Mmh mh. de de se caler et d'aller dire: Voilà, j'ai appris des choses de la part de Julien et j'ai appris des choses de la part de Nathan. Nathan, qu'est-ce que tu as à dire à Julien? Julien, qu'est-ce que tu as à dire à Nathan?» Mais pose un cadre de bienveillance qui est dans le but de continuer à faire prospérer l'entreprise parce que il faut que tu arrives à les mettre devant le fait accompli que, cette relation-là nuit à l'entreprise et que si ça nuit tellement à l'entreprise, un jour, ils auront plus de travail non plus. Donc, les responsabiliser dans le fait que ça aille mieux et qu'ils puissent arriver de nouveau à son compte. Je sais pas si ça fait sens, dans la réponse. J'espère que ça t'a aidé, Julie. J'espère aussi. Oui, Tu en bah, penses quoi? oui, oui, donc bah, moi, ce que j'en pense, c'est que, des enfin, je partage forcément ce que tu dis. Je pourrais ne pas être d'accord, mais je suis d'accord et j'ai été aussi manager et je pense que, tu vois, cet outil, je le connaissais pas et tu as donné l'exemple, et je me suis refoiré tout de suite parce que tu disais, c'est vrai que quand on reçoit, en fait, un collaborateur dans le bureau, ou pas, hein, ou ça peut être même un café parce que ça peut être fait aussi dans un esprit un peu plus léger. On a, donc les points positifs finalement, dire: «Ouais, ça se passe super bien sur tel et tel point» et cetera tout et puis les axes d'amélioration et ça s'arrête là, Mmh. tu vois? Et moi, j'en étais là. Donc j'avais pas ce côté, sandwich, Oui. ça.
Pourtant, j'aime le jambon, hein, mais voilà. Mais, mais je pense que c'est un bel outil et je pense que Julie, pourrait, s'appuyer en tout cas dessus. Alors si tu fais, prochainement une vidéo dessus, Ouais. ça peut aider, ça peut être forcément, ça peut aider. Je suis quelqu'un qui prend les 2. Quand j'étais salarié, je prenais les 2. Mais en fait, je sortais du bureau avec ce sentiment de frustration de sortir avec les pistes d'amélioration. Oui, Parce moi que du coup, aussi. tu termines par ça. Et en fait, bah, tu repars dans ton bureau avec ta piste d'amélioration en disant: «Bon, OK, je sais sur quoi je dois travailler, c'est bien». Je le prenais pas forcément mal. Mais à ce moment-là, j'avais oublié les points Oui, positifs je suis d'accord, c'est vrai. et bah, pas cool, pas cool. Après, c'est pareil, c'est aussi une entreprise qui doit agir dans ce sens-là, pouvoir aussi former et accompagner les managers. Mmh. Parce que moi, j'avais pas d'accompagnement là-dessus. On me donnait quelques outils en me disant: «Voilà, ou une feuille blanche comme ça avec des points ou des cases à cocher et c'est tout». Et c'est Tu tout, vois? ouais. C'est un Et peu léger. oui, il y a beaucoup de alors encore une fois, je vais parler dans mon travail. Heureusement, c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup de managers qui se sont retrouvés managers parce que c'était des bons commerciaux. Oui, C'est arrivé dans beaucoup d'entreprises, ça arrive, très souvent en banque puisque c'est le chemin d'évolution, en fait. C'est, tu démarres au guichet, bon, les guichets ont tendance à disparaître un peu en banque en ce moment, mais tu démarres conseiller et puis, tu passes conseiller, plus haut de gamme et puis tu finis par devenir directeur d'agence et puis directeur plus haut. Mais pour passer le cap entre conseiller et directeur, très souvent, bah, tu te fais remarquer parce que tu es un bon commercial. mmh Donc mh. du coup, tu prends le poste de leader, mais il y a des tas de commerciaux qui savent pas mener une équipe, en Ah oui. fait. Et inversement, il y a des tas de gens qui sont pas forcément des bons commerciaux, par contre, c'est des super managers. Donc bah, oui, les accompagner, leur donner les bons outils, les bons outils. Ça, c'est forcément c'est subjectif, hein. Ouais. Des outils en tout cas. Et voilà, On leur a pas des donné outils justice. qu'on leur a pas donnés jusqu'ici et qui permet d'accompagner. Et quand on se retrouve, bah, chef d'entreprise, il y a personne au-dessus. Non, Donc soit on est un minimum, autodidacte et on va chercher aussi ses propres formations pour avoir, justement les outils pour accompagner, soit on se fait accompagner, hein, moi je sais que ça fait partie de mon boulot quand j'accompagne les dirigeants, de donner aussi certains outils, mais restez pas tout seul avec, ce genre de problématique. ils ont de la chance aujourd'hui, ils ont la vie est claire. C'est ça. Écoutez, la voix est claire. 2e, une 2e question sur le côté business de Thomas. Thomas: «Je sais que je devrais déléguer, mais j'ai l'impression que je ne suis pas, derrière chaque dossier». Non, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Oui, je comprenais pas la question non plus. Oui. Et puis moi, je me suis en la lisant, je me disais: «Oui, excusez-moi, j'ai pas de lunettes, donc j'ai pas pris mes lunettes». Je recommence. Question de Thomas: «Je sais que je devrais déléguer, mais j'ai l'impression que si je ne suis pas derrière chaque dossier, la qualité baisse. Comment lâcher les manettes sans stresser?» C'est qui? Thomas. Thomas. Merci Thomas pour cette question. Heu, question, ô combien fréquente, dans les postes à direction, j'ai envie de dire. On est dans le syndrome de la blessure de trahison, en fait. Alors, je m'en sers beaucoup, j'en ai déjà parlé aussi. Les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau, heu, je vais pas dire pour moi c'est une bible, mais je suis rentré dans le développement personnel avec ces 5 blessures et je pense qu'il y a pas un client à qui j'en parle pas. Parce que vraiment, il y a quelque chose de fondamental dans ces 5 blessures-là et là, on est typiquement dans la blessure de trahison. La blessure de trahison provoque le masque du contrôlant et la personne qui est vraiment, là, ça semble être le cas de Thomas, qui est vraiment persuadé que s'il lâche prise, s'il délègue, s'il n'est pas derrière chaque truc, chaque dossier, chaque situation, il pourrait être trahi et la trahison peut prendre plein de formes et la trahison, ça peut être, bah, le collaborateur, il va me lâcher au moment, le plus critique face au plus gros client Mmh. et parce que j'ai pas contrôlé ou au contraire, il va me dépasser peut-être
Parce qu'il y a aussi ça dans la peur des dirigeants, c'est, il y a peut-être un qui va être meilleur que moi si je le contrôle pas Qui prendra ma place. et qui pourrait prendre ma place. Quand on est chef d'entreprise, on ne prend pas votre place, mais on peut prendre votre place sur le lead et on peut avoir un collaborateur. J'ai accompagné quelqu'un il y a pas très longtemps comme ça, et il s'en rendait pas compte. Il avait un associé qui avait, je sais pas, peut-être 15 ou 20 des parts. Lui, c'est le patron, il en a 80, tu vois? C'est lui qui a créé la boîte, il a fait venir son associé et l'associé en question, en fait, c'est lui qui décide tout. Ouais. C'est lui qui gère tout et il s'en rend pas compte. Et en fait, la situation que je viens d'expliquer, c'est la pire peur de Thomas. C'est que quelqu'un justement, puisse le dépasser, puisse prendre le lead à la place du patron. Donc alors, c'est facile de dire: «Prends l'autre côté de la pièce et lâche prise», parce que de toute façon ça marche pas. Mmh. Tu vois, si tu fais du noir et qu'on te dit de faire blanc, ça marche pas. Enfin, Mmh. c'est quelque chose qui fonctionne pas. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait que tu crois que tu as besoin de contrôler, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu crois, Thomas, que, si tu es pas derrière, on pourrait te trahir? On est sur de la blessure d'enfance, donc là, je suis désolé, mais en dehors de te dire: «Fais-toi accompagner», parce que c'est vraiment un point particulier de l'enfance. C'est très, très difficile, surtout celle-là de blessure, et j'en parle en connaissance de cause, hein. Je la pratique assez souvent, cette blessure de trahison. Heu, le fait d'avoir à tout contrôler, non seulement c'est épuisant, tu vas te bousiller la santé, Thomas, et puis en plus, tu auras pas ce que tu veux. Parce que à tout contrôler, le principal risque, c'est que tous tes collaborateurs, ils vont devenir un peu bébêtes, à ne plus prendre aucune autonomie, aucune décision, parce que de toute façon derrière, Thomas, il vérifie tout. Donc tu es en train de d'auto-saboter ta propre entreprise en faisant ça, ou ta propre équipe si tu es manager. Donc vraiment, si j'ai qu'un seul conseil à te donner, ça en évidence, parce que oui, si tu contrôles tout et si tu es derrière chaque dossier, parce que sinon tu as l'impression que ça avance pas, c'est le problème du contrôlant, c'est le problème de la trahison. Et donc fais-toi accompagner sur ce point de la trahison, parce que c'est ô combien difficile d'évoluer sur ça. Il y a des prises de conscience, il y a des livres à lire, les 5 blessures, heu, mais la prise de conscience en elle-même suffit pas vraiment. Pour arriver à changer, faut lâcher ce concept même dans l'enfance qui a fait qu'on s'est senti trahi. Il y a il y a une situation dans l'enfance de Thomas, avant 5 ans a priori, qu'il a vécu comme étant de la trahison. C'est-à-dire qu'il a pas été trahi. Il l'a Il l'a vécu. vécu il l'a vécu comme il a fait le choix en tant qu'enfant de le vivre comme de la trahison. Et puis, bah, derrière, comme, sur la première question, je l'ai dit, on met une paire de lunettes et le cerveau n'aime pas voir autre chose que ce qu'il croit. Et beh, du coup, tu vas passer ton temps à focus sur, loyauté, trahison, loyauté, trahison, loyauté, trahison, et c'est parti, et le train, il est en marche. Et tu fais ça depuis que tu as moins de 5 ans. Je vais être content, Thomas. Ouais, désolé. Mmh. Thomas, je suis désolé, c'est pas forcément, la réponse que tu avais envie d'entendre, mais c'est la vraie réponse. Et puis, c'est une piste de solution finalement, et enfin, je veux dire, il y a toujours il faut garder de l'espoir, et en plus, je trouve il y a quand même un début de solution, parce qu'il commence par dire que, il sait qu'il devrait déléguer. Qu'il sait que c'est peut-être une partie de solution, en disant: «Voilà, je peux faire confiance à mes collaborateurs, je peux déléguer, mais j'y arrive pas, quoi». Mais j'y arrive Voilà. pas. Ouais, Et donc là, on revient sur ce que tu viens de dire. vraiment. Et le fait d'en avoir conscience, c'est, bah, d'aller chercher, Thomas, qu'est-ce qui fait que tu en as conscience? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de t'épuiser? Est-ce que tu te rends compte que tes collaborateurs prennent plus aucune initiative? Voilà. Sers-toi de ton point d'attention, sers-toi de cette petite alerte qui te fait dire que tu dois déléguer, et sers-toi-en pour améliorer, pour changer la situation. OK, voilà Thomas. On va basculer du coup dans le côté émotion et vie, Mmh. dans le côté plus perso. On a eu 2 femmes tout à l'heure, Sandrine et Karine, avec leurs questions. Et bien là, on a 2 hommes. Sur quoi? Donc Antoine te dit: «Tu parles souvent», alors peut-être il doit parler à toi, je pense, Antoine, Oui. mais tu parles souvent du choix parfait
ou du fait plaisir? Je me reconnais partout. Comment on fait pour arrêter de vouloir satisfaire tout le monde au détriment de soi? Donc ça, c'est le fait plaisir. Alors ça, c'est, les drivers, c'est un outil d'analyse transactionnelle. Fait une vidéo dessus ou alors elle est prête, elle est pas diffusée encore, c'est possible, mais je me suis filmé sur les drivers. Les drivers, ce qu'on appelle les messages contraignants, il y en a 5. C'est pratique d'ailleurs en développement personnel, il y a souvent des trucs, par 5, par Oui, 7, tu vois? C'est c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Oui, ouais, c'est c'est vrai, par ça, cinq ouais. par cinq. Donc là, les drivers, il y en a 5. Il y a en effet le soi parfait, le soi fort, le fait effort, le fait plaisir, le dépêche-toi. En fait, ça, c'est des messages qu'on a entendus dans notre enfance et qui ça s'appelle un driver, qui drive notre vie, qui nous force à aller dans un endroit. J'aime bien prendre l'exemple du dépêche-toi parce que le dépêche-toi, tout le monde l'a entendu. Quand on était petit, on se prépare le matin et puis nos parents nous disent: «Dépêche-toi, on va être en retard». Je dis à ma fille, c'est vrai. Et on le dit nous aussi, bien sûr. C'est le dépêche-toi, c'est quelque chose qui est transporté, depuis des Ah, c'est générations. incroyable ça, c'est vrai, hein. Voilà et en fait, le risque avec ça, message contraignant et le driver qu'il y a derrière le dépêche-toi, c'est que du coup, si je me dépêche tout le temps, ça veut aussi dire que j'ai pas le droit de prendre du temps et je vais me mettre systématiquement dans des situations où je suis obligé de me dépêcher. Voilà. Il est là le driver, en fait. C'est que comme je dois tout le temps me dépêcher, du coup, j'ai pas le droit de prendre le temps pour faire des choses et je vais même volontairement me mettre en retard pour m'obliger à me dépêcher. C'est horrible. Tu vois? D'accord. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple du dépêche-toi et pour revenir donc sur la question de Antoine, qui est, alors il a parlé du soi parfait, mais dans sa question, c'est plus le fait Ça plaisir. fait plaisir, oui, quand on fait Voilà. comment on fait pour Heu, arrêter pour satisfaire tout le monde au détriment de au soi? détriment de soi, parce que c'est exactement ça le fait plaisir. Le fait plaisir, c'est, j'ai la croyance que je dois faire plaisir à tout le monde. C'est un peu le syndrome du sauveur quand on parlait de triangle tout à l'heure. C'est je dois faire plaisir à tout le monde, tout le temps, y compris faire plaisir à l'autre au détriment de mon propre plaisir à moi. Bah, comment on fait pour en sortir? C'est déjà prendre conscience qu'est-ce qui te fait croire que tu as besoin de faire plaisir à tout le monde. On en revient encore sur une croyance. J'adore mon métier. Heu, là, il y a très probablement une croyance derrière sur le fait que, bah, si tu aides pas les autres, tu es une mauvaise personne ou on t'aime plus, si tu fais plaisir. Voilà, fais plaisir, je l'ai entendu, de la part de certains parents, de la génération d'avant, nos parents à nous, tu vois? C'est, du genre, «Finis ton assiette, allez, fais plaisir, finis ton Oui, assiette». c'est vrai, c'est ça. Et pareil, bah, c'est si je fais plaisir, l'enfant, il entend pas: «Fais plaisir, finis ton assiette». Il entend: «Si tu finis ton assiette, tu me fais plaisir, je vais t'aimer». Mmh. En fait, c'est ça qu'il entend. Il y a très probablement, Antoine, derrière ce fait plaisir et derrière cette, compulsion que tu peux avoir à faire plaisir aux autres au détriment de toi, le fait que tu es persuadé que c'est comme ça que tu retires de l'amour. Ma piste à moi, que je te donnerai, Antoine, c'est que tu ne vivras jamais plus longtemps avec une autre personne qu'avec toi-même. Donc, commence par aller regarder comment tu peux faire pour t'aimer toi, sans les autres. C'est Commencer par soi, finalement. commencer par soi. Alors oui, bien sûr, on est dans un petit peu dans cette opposition que je disais tout à l'heure, mais fais-toi plaisir à toi. Rends-toi compte à quel point ça te fait du bien et enlève cette, j'ai pas d'autre mot, putain de culpabilité que tu dois avoir de te prendre du plaisir. C'est il y a très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, quand on a un fait plaisir, un sentiment de culpabilité de quand je me fais plaisir, c'est pas bien. Parce que du coup, je suis pas en train de faire plaisir, je suis pas en train de m'occuper des autres, quoi. Ah ouais, c'est pas bien ça. Ah, je suis pas une bonne personne, hein. Non. Bah, tu vois? Et la culpabilité judéo-chrétienne qu'on se trimballe depuis 4000 ans. Donc, dans la Bible, il y a écrit, charité bien ordonnée commence par soi-même et il y a aussi écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc commence par t'aimer, Antoine. C'est comme ça que tu pourras aimer les autres et leur faire plaisir mieux parce que tu te seras fait plaisir toi. Voilà, Antoine. Mmh.
Alors, question de Cédric, toujours dans le côté perso. Et j'aime bien celle-là. Oui, oui, j'aime bien. On va dire que j'aimais pas les autres, hein. Mais celle-ci, je l'aime bien. Il dit, c'est beau le slogan, soyez heureux. Mais quand on rentre à 20h et qu'on a encore les mails qui sonnent, on le trouve où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Cosmic Mind. Ouais, c'est ça. Heu, Déjà, est-ce que on peut associer le fait, euh, est-ce qu'on peut associer le mot heureux avec le mot bonheur? c'est la même sphère. Après, on peut rentrer dans des détails sémantiques et puis on peut aussi rentrer dans des qu'est-ce que chacun d'entre nous met derrière. Donc, tu sais, tu peux y mettre la joie aussi au milieu qui est une émotion, tu vois? Donc il y a j'ai pas envie forcément de rentrer dans ce débat-là. Être joyeux, vivre le bonheur, être heureux. Chacun aimer ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire une définition générique et cetera. Moi, j'ai envie de dire, oui, alors je fais une distinction avec la joie. La joie, c'est une émotion. Ah, c'est un instant de joie, comme c'est un instant de tristesse. L'émotion en elle-même, elle dure que quelques secondes. Donc après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Les gens qui te disent: «Moi, je suis en colère depuis 1 heure», tu es pas en colère depuis 1 heure. Tu as été en colère pendant 10 secondes et puis depuis, tu la rumines cette colère. Bah, tu l'alimentes. Ouais, Tu c'est l'alimentes, voilà, c'est ça. Heu, donc et pour la joie, c'est pareil. Être heureux ou vivre le bonheur, c'est plus mental, c'est plus philosophique. Donc voilà, chacun y mettra ce qu'il veut derrière et j'ai pas particulièrement envie de rentrer dans ce débat-là parce que je suis pas sûr que ça fera avancer la question du de Cédric. Cédric. Du coup, je veux bien que tu reprennes la Oui. question. Ils disent, c'est beau le slogan, soyez heureux, mais quand on rentre à 20h et qu'on a encore les mails qui sonnent, on trouve où le bonheur? On le trouve dans le fait de se poser un cadre, Cédric. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui ont fait le choix, et c'est aussi le mien, de se mettre à leur propre compte pour être libres. La liberté est une valeur assez commune chez la plupart des entrepreneurs. Et le truc, c'est que à quel point tu es libre si tu te poses pas un cadre? Alors ça, c'est un débat que j'ai très souvent avec Emmanuel d'ailleurs, qui l'explique, aussi bien sinon mieux que moi, sur le fait que, dans l'opposition de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, l'énergie masculine est là pour poser la sécurité et la sécurité, c'est justement, tu vois, ça se cale. C'est cette espèce de, tu vois un homme qui entoure sa femme, met ses bras autour de lui et en fait, dans cette bulle-là, tu es protégé. Mais dans cette bulle-là, du coup, bah, tu es libre. Tu fais ce que tu veux dans ton énergie féminine qui veut de la liberté et cetera. Et là, j'ai un peu envie de donner la même réponse à Cédric, c'est qu'en fait, si tu t'es mis en tant qu'entrepreneur pour pouvoir être libre, bah, la liberté, elle passe par le cadre que tu te poses. Et si tu es esclave de ton entreprise et que tu as la croyance que si tu réponds pas aux mails en rentrant à 10 heures du soir, bah, tu vas louper un client ou que, tu pas un bon commercial ou c'est pas bon pour ton entreprise, bah, tu sabotes toi-même ta liberté. Commence par poser un cadre. C'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu veux vivre, en fait, avec ton entreprise, Cédric? Est-ce que tu veux vivre le fait d'être esclave de ton entreprise ou est-ce que l'entreprise est un outil pour te permettre de? Et si j'espère pour toi la réponse est plutôt la deuxième. À ce moment-là, bah, prends, heu, 4 heures la semaine prochaine, dans ta semaine, où tu poses le téléphone, tu poses tout et tu définis les critères de ton entreprise. Ça s'appelle le deep work ça. On prend un moment pour, réfléchir sur la vision, sur la stratégie de l'entreprise et pas être dans l'opérationnel. Et sur ce deep work là, bah, toi, ta mission à toi, c'est de dire: «Bah, qu'est-ce que je veux vivre avec mon entreprise? Est-ce que répondre à 10 heures à mes mails, ça me rend heureux?» Visiblement, ça a pas l'air d'être le cas. C'est quoi ton cadre? Comment tu fais pour couper ça? Est-ce que tu es OK pour, répondre aux mails à 9 heures? Non, peut-être pas trop. Est-ce que tu es OK pour répondre aux mails à 8 heures? Ouais, encore là, ça va. OK, bah, donc là, c'est ta limite. Pose ton cadre. Qu'est-ce que tu veux vivre pour ton entreprise? Et si ton cadre, c'est, je réponds plus à mes mails à partir de 18 heures.
Et si c'est ce que tu as envie de vivre, t'inquiète, tes clients, ils vont s'adapter, hein. Et oui, Parce que c'est ton entreprise, en fait, c'est toi qui l'as fait vivre et pas l'inverse. Donc, oui. Surtout que là, il dit: «Et quand je rentre à 20:00». 20:00, c'est déjà tard le soir quand ouais, même, hein? il rentre à 20:00. Il Ça veut rentre dire à qu'il a 20:00. déjà travaillé jusqu'à 20:00. Je sais pas à quelle heure tu te lèves, mais si tu es quelqu'un, qui se lève de manière normale et qui commence vers 8-9 heures, ça fait quand même déjà une belle journée de travail. Oui. Si en plus de ça, comme j'ai tendance à le croire, Cédric, tu te lèves hyper tôt pour pouvoir déjà commencer à travailler tôt et que tu fais une journée de 7 heures, voire 6 heures jusqu'à 20:00, avec une demi-heure pour manger un sandwich au milieu, c'est pas ça la vie d'un entrepreneur. Désolé. Donc, pose ton cadre, prends un moment dans ta semaine, la semaine prochaine, et d'ailleurs, le deep work, normalement, c'est une fois par semaine, hein. Une fois par semaine, 4 heures, hein. Est-ce qu'il pourrait être accompagné, Cédric, finalement? Parce que, alors oui, on a, des pistes et des solutions, mais c'est pas facile non plus. Enfin moi, là, si je me mets à une fraction de seconde ou une poignée de seconde à sa place, à Cédric, et je me dis: «Bah ouais, mais bon, à 20:00, je rentre chez moi, je suis encore dans l'euphorie du travail, je me suis levé depuis 6:00, j'ai encore quelques mails. Bon allez, je vais prendre un petit quart d'heure et puis je vais répondre à 2-3 mails». C'est pas facile finalement de se poser, enfin, poser un cadre. OK, c'est sans doute une partie ou la solution, mais finalement, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, ce que j'ai pratiqué pendant longtemps, c'est le rituel. Le rituel de séparation. Hem, Ma femme avait besoin de prendre la voiture. C'était impossible pour elle de travailler trop proche de la maison parce qu'elle avait besoin du trajet en voiture pour un sas de décompression. D'accord. Moi, je me déshabillais devant la porte d'entrée, pas je me mets à poil, mais Oui. je faisais ça, en fait. Et pour moi, c'était le rituel de le travail, il reste à la porte d'entrée. Mmh Je mh. suis plus là-dedans. Et du coup, quand je passais la porte, je rentrais dans ma vie perso. J'étais plus au travail. Et ça, c'était mon cadre, c'était mon rituel pour me permettre justement de faire ça. C'est mon rituel à moi. Moi, j'inviterais Cédric à trouver le sien. Trouve ton rituel qui te permet de dire: «Là, c'était le travail, là, c'est plus le travail». Est-ce que c'est le trajet? Est-ce que c'est le téléphone que tu éteins? Est-ce que c'est, je sais pas, tu fumes une clope, tu bois un coca, enfin, j'en sais rien. Mais trouve ton rituel qui te permet de déterminer qu'il y a un avant et il y a un après et que cette transition-là te permet justement de pouvoir couper et de te dire: «Ça, c'était mon cadre de travail, ça, c'est mon cadre post-travail», voire même pré-travail. Moi, j'ai un rituel le matin. Encore aujourd'hui? Ouais, d'ailleurs depuis que j'ai mon entreprise, je l'avais pas en tant que salarié. Moi, mon rituel le matin, c'est que je me lève, je vais sortir la chienne, je fais du tai chi, je fais, à peu près 40 minutes de tai chi. Je prends mon petit déjeuner, j'écoute de la musique qui me plaît, pendant que je prends mon petit déjeuner. Je m'habille et là, je travaille et ça, c'est mon rituel. Je le fais tous les matins. Je suis aujourd'hui incapable, alors ça me prend, pas loin d'une heure et demie ce rituel, hein. Mais je me lève en conséquence pour pouvoir commencer à travailler à 9 heures. Bon, c'est aussi l'avantage de travailler de chez soi, mais c'est mon rituel et c'est ce qui me permet de pouvoir me lancer dans ma journée de la meilleure manière possible. D'accord. Tu Heu, t'es créé ton cadre. je me suis créé mon cadre et pareil pour la sortie. Pour la sortie, en plus, ce qui est hyper difficile pour moi, c'est que, hem, je suis un gamer, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. L'endroit où je m'amuse est exactement le même endroit où je travaille, parce que c'est le même ordinateur. C'est très facile pour moi de rester flou un peu sur cette limite. Donc, j'ai posé le fait qu'à 17:00, travail est terminé, je sors de mon bureau. Je sors de mon bureau, je fais autre chose. Alors souvent, bah, pareil, je vais promener la chienne, des fois avec ma femme, ou alors, je prépare un truc dans la cuisine, je ferme les volets, je vais étendre le linge, peu importe, et je sors de mon bureau. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai tout coupé. Des fois même, j'éteins l'ordinateur, quitte à le rallumer derrière, mais je le rallume pas pour la même chose. D'accord, et tu reviens dans la même pièce? Je reviens dans la même pièce. D'ailleurs, on a la télé aussi là, donc le soir, quand on peut regarder, quelque chose avec ma femme, c'est aussi dans la même pièce. Mais, cette pièce n'a plus la même connotation pour moi. D'accord. J'ai provoqué la rupture pour pouvoir sortir du cadre. Voilà, Cédric.
Sois heureux, sois heureux et trouve ton bonheur et puis pose un cadre. Alors est-ce qu'on a le temps de repartir sur une question ou 2 ou pas? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est parce qu'au final, merci. Alors oui, vraiment, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les questions en amont, parce que ça nous a permis d'alimenter là pendant 1 heure et demie le fil de la discussion. Parce que, pour l'instant, je ne vois personne qui pose de questions en direct. Non, Heu, que ça alors prenne le temps de prendre oui, petit à petit. voilà, il y a pas de souci, hein, c'est déjà merci à ceux qui sont là, hein, de nous suivre et d'écouter Willow poser les questions et puis moi divaguer sur les réponses. Merci d'être présent. Et j'aimerais bien justement pour clôturer que l'un d'entre vous puisse avoir une question, à répondre en direct, même si c'est Oui, ce serait bien ça ça, dis serait donc. bien, ouais, ça serait sympa plutôt que de continuer, les questions qu'on a là, elles seront reposées, elles seront conservées pour le mois Pour le mois prochain. prochain, oui, tout à fait. Donc heu, ne me faites pas la tête, j'ai plus les prénoms en tête des personnes qui ont Beh, je peux les donner, hein. On a, sur le côté pro, on a Nicolas, voilà, on répondra à sa question et puis dans le côté, perso, on a, Léa et Alex. Voilà. voilà. Donc Il restait finalement 3 questions. voilà, il restait 3 questions. Nicolas, Léa et Alex, c'est des questions, On qu'on va garde, reprendre, ouais. voilà, on les garde sous le coude et puis ce seront les premières questions qu'on posera, auxquelles je répondrai, le mois prochain, sur l'émission La Voix est claire. On attend encore peut-être 1 minute ou 2 de voir si S'il y a une quelqu'un question en direct. pose une question en direct et puis sinon, bah, on va Alors clôturer oui, est-ce la que session. du coup, pour les personnes qui t'ont, posé, les questions et pour la prochaine émission, pour le mois prochain, donc où vont enfin, ils te contactent directement en fait, Mmh. sur les réseaux, c'est ça? C'est Alors, ou tout à fait. Vous avez plusieurs, possibilités. Donc là, bah, vous avez, donc fil de discussion en direct. Sinon, pour les poser en amont, vous pouvez me les envoyer par message, 06 09 72 68 97. 09 72 68 97. C'est mon téléphone pro, donc vous pouvez envoyer par message la question en précisant que c'est une question pour, l'émission, La Voix est claire. Vous pouvez également m'adresser un mail, GK, donc mes initiales, hein, Gaël Korkiakowski, donc gk@valorisez-vous.fr, c'est mon entreprise. Vous avez le lien dans la description de toutes mes vidéos ou de la chaîne d'ailleurs. Et vous pouvez aussi m'adresser un message, sur les réseaux sociaux. Donc valorisez-vous, vous le trouvez, sur Facebook, vous le trouvez sur Instagram, vous me trouvez moi, Gaël Korkiakowski, sur LinkedIn. Enfin bref, oui, vous avez plein d'endroits où vous pouvez me poser la question. C'est sans souci, vous pouvez me retrouver. J'en profite aussi donc pour, parler de l'instant. Donc on est, le 28 janvier, c'est ça? oui. Au début du mois de février, donc le 8 février, le dimanche 8 février, j'ai un atelier, février 2026 pour ceux qui regardent en replay. J'ai un atelier, énéagramme, donc le module 2 de l'énéagramme réservé aux personnes qui ont fait le premier module. On va aller aborder justement les profils énéagramme, dans la relation d'entreprise. Il y aura un module 3 dans le courant de l'année, dans la relation familiale, donc l'énéagramme dans la relation familiale. Et j'ai en préparation, parce que ça, c'est vraiment un cheval de bataille, un week-end reconnexion, donc un week-end complet du vendredi midi au dimanche soir, qui se déroulera le week-end du 12 avril 2026, qui s'appelle «La vie est un jeu». Et ce week-end-là, on va aller poser tout ce sérieux qui nous enferme. On en a un peu parlé là aujourd'hui, hein, à quel point on s'enferme dans certaines choses, dans nos propres règles du jeu et comment on peut faire pour sortir de ça et retrouver, bah, finalement du plaisir à jouer dans notre vie parce que, ça pour moi c'est vraiment fondamental. On n'est pas venu ici pour se faire chier en fait donc prenons du plaisir dans notre vie, dans nos activités, dans tout ce qu'on fait et y compris dans le travail. C'est pour moi un leitmotiv. C'est vraiment, pour ça que je fais ce travail, en fait. C'est retrouver du plaisir dans le travail. C'est vrai que je rajouterais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a
outils et des personnes comme toi, Gaël, qui peuvent nous suivre et nous accompagner, alors qu'on n'avait pas, enfin, je veux dire, les choses changent, quoi, la vie change, la vie évolue. Les générations précédentes, des parents, des grands-parents, n'avaient pas tout ça. Et aujourd'hui, on a cette chance-là. Mmh. Donc, c'est un véritable luxe de pouvoir être accompagné par des personnes comme toi. Merci. Et puis, bah, du coup, on va clôturer là. Merci à ceux qui ont suivi l'émission, que ce soit en direct ou en replay. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci pour les questions. À tous ceux qui les ont posées, hein, Julie, Thomas, Cédric et Et les tous autres, les autres, et les autres. dont j'ai déjà oublié les prénoms parce que moi, les prénoms, ça fait 2. Donc, voilà, merci beaucoup et merci à toi, Willow. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. C'est très riche. Mmh. Et puis, on se dit au dernier mercredi du mois, dès 19h, au mois de février. Donc, je sais pas quelle date ça tombe, c'est on aurait dû préparer. Ouais, c'est vrai, La moi date, aussi, ouais. mais de toute façon, ça va être diffusé sur les réseaux et différents canaux. Voilà. Bonne soirée Merci. et à très bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée.